Domaine du possible. Le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons? Avec Rob Hopkins. Après le lycée, Rob Hopkins a passé plusieurs années à voyager, en Europe puis en Inde. Il est revenu en Angleterre en ayant acquis une nouvelle sagesse qui l'a accompagné tout au long de ses longues études. Il est en effet titulaire d'un doctorat en études environnementales. Il est ensuite devenu le tout premier professeur de permaculture au sein d'une université, il y a 15 ans. Et il l'est toujours. Il est également brasseur. Et enfin, et surtout, il est le fondateur du réseau international Villes en Transition, créé depuis sa ville natale de Totnes, en Angleterre. Tout ce qu'il a accompli, que personne ne pensait possible, est né du pouvoir de l'imagination. Ceci, il le raconte merveilleusement dans « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?» publié dans la collection Domaine du possible, chez Actes Sud. Bonjour Rob. Hi, nice to see you. Alors revenons en 1988, vous aviez alors 20 ans. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'entamer un grand voyage, physique et spirituel, hors d'Angleterre? I was bored. Je m'ennuyais. I'd been to art school for a Je year. venais de passer 1 an dans une école d'art. Then I was living in a flat with two friends of J'habitais mine, un appartement avec 2 and we were amis doing jobs, doing night shifts et on in the enchaînait les yogurt petits boulots. warehouse. Je travaillais la nuit And it was terrible. dans And un entrepôt de yaourt et c'était completely terrible. disillusioned with England. Nous étions sans illusion en And Angleterre. we just wanted to get out. Nous voulions quitter And le so pays. one year, Et donc une année, the three of us all went off traveling nous sommes on partis, the train tous les around 3, Europe and then voyager en train à travers l'Europe. challenged each other to find a way to stay. Puis on s'est lancé comme défi de rester quelque And only part. one of us managed it, which was my friend who went to Italy to live in a Buddhist Un seul de center nous a in réussi, Tuscany. mon ami, qui est allé en Italie pour vivre dans un centre bouddhiste The en other two of us Toscane. ended up back in England, Et mon second another ami et year of moi just sommes doing retournés en Angleterre stupid jobs and nothing very interesting. pour passer une autre année à décrocher des jobs idiots et à ne rien faire de très intéressant. And then I thought, right, I'm going to go out and see him. Et puis je me suis dit, So that was my oh, motivation, really. je I vais aller was le voir. 18. I didn't know what I wanted to do with my life. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivé. J'avais 18 ans, je ne savais pas quoi faire de ma vie, I had no real interest at that time in ecology. je ne m'intéressais I pas was vraiment à interested in l'écologie. radical politics and anarchism. Ce qui and m'intéressait, c'était les mouvements politiques I was radicaux, quite interested in learning how l'anarchisme. to meditate, but kind of as a practical skill J'avais envie d'apprendre la rather than méditation, from any mais dans une religious perspective. perspective pratique plutôt que religieuse. And I wanted to get out of England and I wanted to go and see my friend. That was it. Et je voulais quitter l'Angleterre, aller voir mon ami, c'est tout. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé en Inde. Un voyage très important parce que vous y avez appris une nouvelle sagesse et vous y avez rencontré votre femme, ce qui vous a transformé, vous ou votre point de vue sur le monde, n'est-ce pas? Yeah, well, before then, so I went to Italy to this Buddhist center where I Oui, lived mais for a avant, year. je suis allé en Italie, dans ce centre bouddhiste où j'ai And vécu I pendant environ arrived 3 ans. a bit lost. Didn't really quite know what I was Je doing. suis arrivé là-bas un peu And perdu, je ne savais pas vraiment ce que je There faisais was a là, place where you could stay and your mais work dans cet endroit, would cover your stay, on pouvait y rester sans frais. which was perfect for me. Il suffisait pour cela de travailler pour la communauté, ce qui était parfait pour moi. So I said, so what Alors am I j'ai doing? demandé, They said, oh, you're quel going travail to je peux work faire? with Alessandro. He's the house manager. Et on m'a répondu, oh, toi, tu vas travailler avec Alessandro, c'est l'intendant du lieu. It's a big place. It was like if it was a hotel. It was Et maybe c'était 140 grand, comme un hôtel, avec bed peut-être hotel. 140 lits. And Et ils to m'ont work dit de with him, travailler 'cause avec lui. and so I learned all the cleaning and the Et j'ai sheets donc and tout the- appris, faire le ménage, le linge, les chambres, tout le reste. And then after about 3 weeks, he said, right, I'm leaving Et now. puis au bout de 3 semaines, il m'a dit, I'm going to bon, Elba moi je m'en to work vais, there for je vais à the summer." l'île I said, d'Elbe "Oh, travailler so pendant who l'été. takes over after you?" Et je lui ai demandé, mais qui va te remplacer? You do. Et il m'a dit, toi, Here are the keys. voici les clés. So I was 18, and all of a sudden, J'avais I'm 18 ans responsible et as a tout d'un course coup, with je 100 suis people responsable de coming in tout. 3 days. 100 personnes arrivent dans 3 jours et je dois préparer toutes les chambres. Best thing ever happened to me. Et c'est la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. It's so good, being responsible at that age. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être responsable à cet âge-là de quelque chose qui me tenait vraiment à So cœur. I was there for a long time, and then I went to India from there because I wanted to go teachings that the Dalai Lama was doing in India at that time. Je suis donc resté pas mal de temps là-bas, puis je suis allé en Inde parce que je voulais suivre l'enseignement du Dalai Lama, qui était en Inde à cette époque. And I ended up being there for about a year and a half. Et j'y ai and I had a passé mission près that I d'1 an et wanted to go demi. to Mount Kailash in Je m'étais Tibet, fixé une mission, je which voulais is aller au mont Kailash, au world's- Tibet, For Buddhists and for Hindus, is the world's most sacred qui mountain. pour les bouddhistes et hindous est la montagne la plus sacrée au monde. Je suis donc allé d'Inde en Chine, en passant par le Pakistan. J'ai essayé d'entrer au Tibet, et j'ai failli arriver à Lhasa,
Mais j'ai été arrêté parce que je n'avais pas de visa. And then went back to India again, and that was where I met my wife. Alors, je suis That was- retourné en so Inde we've been et together c'est for là que j'ai years, and rencontré we ma met femme. in Dharamsala, Et nous sommes ensemble depuis 30 ans. On s'est connus à Dhamrasala teaching up there. So yeah, India and et on était tous les deux venus voir le Dalai Lama qui enseignait là-bas. hugely influential on my life. Donc oui, l'Inde, tout ce qui va avec, a eu une énorme influence sur ma vie. Vous dites qu'à 18 ans, vous étiez très concerné par la politique, mais pas vraiment par l'écologie. Et quand vous êtes revenu d'Inde, tous vos travaux se sont concentrés sur la transition écologique, un sujet dont on parlait pas beaucoup à l'époque. Alors, quel a été votre rosebud vert? So when I was traveling, trying to get to Tibet, Au moment où I traveled j'ai essayé with, d'entrer au Tibet, an Australian guy called Chris, who j'ai voyagé avec un Australien qui s'appelait Crystal Cressel Waters Permaculture Village. et qui vivait au Crystal Water Permaculture Village, Permaculture designed eco-village in the world. le premier éco-village au monde créé autour de la permaculture dans le Queensland, en He Australie. kept talking about permaculture, and I didn't know what he was Et talking il about. n'arrêtait pas de parler de permaculture. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais chaque fois que nous arrivions dans un village de montagne pakistanaise avec tous ces amandiers et cette incroyable agriculture durable, il était complètement émerveillé. J'ai donc cru que la permaculture était quelque chose en rapport avec ces arbres. Et c'est un peu tout ce que j'avais compris. Et quand je suis rentré en Angleterre, un ami m'a donné un exemplaire du livre de Bill Mollison, le créateur de la permaculture. Je l'ai ouvert et j'ai lu cette formule, réparer la terre. Le concept de réparer la terre. C'était un manuel sur comment réparer la terre avec des dessins de tout ce qu'il avait appris, de tout ce qu'il avait vu dans le monde, des différentes pratiques agricoles autochtones. Et là, ça a allumé une ampoule dans ma tête. Je me suis dit, mon Dieu, c'est incroyable. Quelqu'un a vraiment fait ça. Quelqu'un a écrit tout un livre à ce sujet. Comment je pourrais en savoir plus? Et j'ai découvert qu'il y avait un club de permaculture à Bristol. Je suis allé les voir et je leur ai dit, je veux en savoir plus. Et puis on a créé un cours de permaculture et ensuite j'ai enseigné la permaculture et c'était parti. Tout cela grâce à quelqu'un qui m'a donné un livre au bon moment dans ma vie. Et l'histoire va se répéter car beaucoup de lecteurs vont transmettre votre livre et inspirer l'action chez d'autres. Mais revenons au début des années 2000. On a compris combien vous avez changé en devenant professeur de permaculture et en participant à des actions locales. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre esprit pour que vous ayez cette grande idée d'un mouvement pour une transition citoyenne ? Eh bien, je vivais en Irlande, où nous nous étions installés avec ma famille en 1996, parce que nous voulions lancer un projet d'éco-village. Et l'Irlande semblait être un bon endroit pour ça. Alors, j'ai commencé à enseigner la permaculture. J'ai créé le premier cursus de permaculture sur 2 ans, à temps plein, dans une faculté. Et il a eu beaucoup de succès auprès des étudiants. Et pendant ma dernière année là-bas, j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le pic pétrolier. Et j'ai vécu alors une sorte de crise climatique interne, une crise existentielle. J'étais confronté à un questionnement sur le sens de ma vie, vous voyez. Et aussi, à ce moment-là, il y avait notre projet d'éco-village où on construisait des maisons. Ça représentait beaucoup de travail. Il avait fallu beaucoup de temps pour obtenir le permis de construire de ce projet. Et ma maison était presque terminée. Puis, il y a eu un incendie criminel. Quelqu'un a mis le feu à ma maison. Il avait fallu 2 ans de travail acharné pour construire cette très belle maison. Et tout ça a vraiment chamboulé notre vie. Et ça a été particulièrement traumatisant. Cette même année, j'ai proposé un projet à mes étudiants en permaculture. En observant la ville de Kinsale, où je dispensais mes cours,
Il devait imaginer et concevoir un chemin pour sortir la ville de sa dépendance au pétrole, et qu'à la fin de ce processus, elle devienne un endroit où il fait mieux vivre. Elle ne consommerait donc plus de pétrole, mais ce serait un endroit plus agréable. Et à l'époque, personne ne se préoccupait de ça. Je ne voyais personne dire « Bon, nous en sommes ici aujourd'hui, et voilà, nous devons aller ». À nous d'inventer le chemin pour y parvenir. À quoi pourrait-il ressembler? Nous avons donc lancé ce projet avec mes étudiants et je me suis dit, c'est incroyable, c'est génial, le travail qu'ils faisaient était excellent. Et juste avant de retourner en Angleterre, j'ai eu l'envie d'organiser une grande conférence sur le pic pétrolier, le changement climatique, intitulée « Alimenter l'avenir ». Et nous avons imprimé quelques exemplaires du projet que nous avions fait. Et certains intervenants de la conférence ont lu le projet et ont dit « Mon Dieu, mais c'est incroyable! Ce projet, c'est la pièce manquante que tout le monde attendait. » Quand nous sommes revenus en Angleterre, à Totnes, en 2005, on ne connaissait personne, mais nous avions ce projet en tête et la conviction qu'il y avait là un sujet à creuser. Alors, j'ai commencé à rencontrer des gens ici, à Totnes, qui en avaient déjà entendu parler ou qui étaient intéressés par le sujet. Et puis, l'idée de transition a commencé à émerger des conversations que j'ai eues avec ces gens. Ce n'est donc pas uniquement mon idée à moi, ça a été comme une étincelle que j'ai allumée et que d'autres personnes ont alimentée et fait grandir. Ce fut une année assez extraordinaire. En fait, cette petite étincelle, 15 ans plus tard, illumine le monde entier. Il y a des villes en transition partout dans le monde, et vous êtes toujours basé dans votre ville natale de Totnes. Alors comment pouvez-vous être sûr que toutes les villes qui rejoignent votre mouvement sont sincèrement engagées et procèdent à de vrais changements, de véritables actions sur le plan environnemental et ne se servent pas de votre merveilleux label comme un moyen de faire du greenwashing? Comment faites-vous pour avoir autant confiance en eux? Parce que j'ai compris avec le temps que la confiance est vraiment une chose importante, souvent sous-estimée dans notre société actuelle. Et que le projet de transition repose vraiment sur cette idée de confiance. Vous savez, je rencontre des maires et des municipalités qui disent « Oui, nous faisons la transition ». Et ils le font un peu, peut-être pas de manière aussi radicale que nous l'imaginons. Mais d'un autre côté, le fait qu'ils utilisent ce mot m'ouvre des portes pour leur parler et pour que les groupes formés à la transition puissent les rencontrer. Et cela ouvre des possibilités qui autrement n'auraient peut-être pas existé. Comme vous l'avez dit, il y a maintenant des groupes de transition dans 50 pays et dans des milliers d'endroits. Et pour moi, ce qui est beau, c'est que tout cela n'est pas contrôlé depuis un bureau central ici à Totnes. C'est quelque chose qui s'auto-organise. Et nous sommes constamment ravis d'entendre les histoires qui naissent de ce mouvement. L'autre jour, j'ai interviewé un gars qui s'appelle Hide Inomoto au Japon et qui est venu au Royaume-Uni en 2006. Il est tombé amoureux de l'idée de transition. Il a suivi une formation sur le sujet, puis il est retourné au Japon. Il y a maintenant 70 ou 80 groupes de transition au Japon qui font un travail vraiment incroyable. C'est ce genre d'expériences de vie qui sont porteuses d'espoir. Je pense que, sur bien des aspects, le mouvement de transition est un réseau d'expériences de vie. Et vous rendez ces expériences possibles que si vous avez confiance en l'autogestion. Vous ne pouvez pas faire transition si vous êtes un contrôle freak, ça ne peut pas marcher. Il faut faire confiance aux autres. Ça ne marche pas toujours,
Mais la plupart du temps, ça marche. Et quand ça marche, c'est vraiment fantastique. Restons sur ces expériences de transition, parce que votre livre, « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons », nous en raconte plein. Et à travers elle, vous nous dites que l'imagination pourrait littéralement tout changer. L'éducation, l'agriculture, l'emploi, la fiscalité, la santé. Alors, pourriez-vous partager les récits les plus inspirants de transformations radicales que l'imagination a rendues possibles ? Yeah, so what I talk about in the book is what that looks like when Oui, ce que je raconte dans le livre, the art of asking a really, really good what if question. c'est ce qui se produit quand on maîtrise l'art de poser la bonne question, qui commence par « et si ». So the beauty of a good what if question. Ce qu'il y a de beau dans le principe de cette question « et si », c'est qu'elle nous donne l'avant-goût d'un avenir différent. J'évoque dans le livre une question posée à Liège, en Belgique. La question était « et si, en l'espace d'une génération, la majorité de la nourriture consommée ici provenait des terres les plus proches de la ville ?» Et c'est une très belle question, car elle vous invite à réfléchir. Oui, en fait, c'est peut-être faisable, et ce serait fantastique. Alors, comment je peux aider pour ça ? Et cette question a débloqué tout un processus. Et il y a maintenant 25 coopératives à Liège qui participent au projet Ceinture alimentaire. Elles ont obtenu 5 millions d'euros d'investissement. Et c'est toute l'économie alimentaire de la ville qui s'est transformée à partir d'une très bonne question posée. L'un des projets à Totnes dans lequel je me suis impliqué depuis 13 ans s'appelle Atmos Totnes. Et c'est l'un des plus ambitieux projets de développement communautaire au Royaume-Uni. Il s'agit de reprendre une vieille usine, un site de 3 hectares, pour qu'elle devienne un bien commun. Et nous avons lancé une énorme consultation citoyenne. 4 500 personnes, dans une ville de 9 000 habitants, ont proposé des idées. Et nous avons obtenu le permis de construire par référendum. Vous avez peut-être entendu dire que les Anglais ne sont pas très bons en matière de référendum. Mais nous en avons réussi un cette fois-ci, un référendum local. À présent, nous sommes en conflit avec un promoteur qui a tout bonnement trahi cette communauté et a racheté le site. Ce projet consistait à construire, c'est la formule reprise par beaucoup de gens, une infrastructure de l'imagination. Nous avons construit une infrastructure de l'imagination pour cette ville. Et quand on fait ça, ce qui en ressort est tout simplement extraordinaire. Vous savez, quand vous faites confiance à une communauté et que vous faites en sorte qu'elle se réunisse et conçoive quelque chose, un grand projet sur un grand site, elle le fait d'une manière inconcevable pour un promoteur immobilier. Alors maintenant que nous recommençons à faire campagne pour récupérer ce site, celle-ci tourne encore pour beaucoup autour de l'imagination. Parce que fondamentalement, le projet auquel nous faisons face sur ce projet, c'est que nous avons une communauté dont l'imagination a été convoquée, respectée, accueillie. Et que nous sommes maintenant confrontés à des promoteurs immobiliers incapables d'imaginer autre chose que leur commission commerciale de 25%. Rien d'autre n'existe dans leur imagination. Mais nous savons que nous pouvons créer un modèle totalement différent et que notre époque a besoin d'un nouveau modèle. Donc, ce projet a vraiment renforcé chez moi l'idée que l'imagination est essentielle aujourd'hui. Vous avez évoqué Totnes, Liège, mais dans votre livre, on trouve aussi des exemples hors d'Europe, non ? L'imagination s'est propagée dans le monde entier, alors auriez-vous un exemple qui vous vient à l'esprit ? Eh bien, je crois que j'en ai beaucoup. J'ai lu beaucoup de livres sur le changement climatique. On avait tendance à interviewer les mêmes personnes.
Et j'avais vraiment envie d'interviewer des gens dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et dans ce livre, je me suis rendu compte, après coup, que je connaissais seulement 10% des personnes interviewées quand j'ai commencé à écrire. Ça a donc été un véritable voyage, un travail d'explorateur qui a consisté à lire quelque chose et à me dire « Oh, ils ont une pièce du puzzle et il faut que je leur parle ». Une des personnes que j'ai vraiment adorées venait du Japon, où ils ont un rituel quand ils font une réunion pour planifier l'avenir d'une ville sur les 20 prochaines années, ou alors qu'ils conçoivent de nouveaux espaces urbains. Des gens enfilent une robe verte et leur rôle consiste à parler au nom de ceux qui vivront dans le futur, dans 70 ans. Ils incarnent donc le futur dans la pièce. Et bien sûr, ça change vraiment toute la nature des discussions, parce qu'on se retrouve avec ses arrière-petits-enfants dans la pièce, qui participent à la conversation. Et ça a aussi un effet important. Des recherches sur plusieurs années ont prouvé que ces personnes ont développé un comportement plus responsable dans leur propre vie. Et le simple fait de jouer ce rôle a un grand impact sur les gens. C'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup. Mais ma préférée vient d'Europe. Et je n'en ai entendu parler que 2 semaines avant de terminer le livre. C'est celle du Bureau de l'imagination civique à Bologne. J'aime le fait qu'ils auraient pu l'appeler Bureau d'engagement civique ou Bureau de participation civique. Non, ça a été l'imagination civique. L'imagination est au cœur de ce qu'ils ont fait, et ce, sous l'impulsion de la municipalité d'une grande ville. C'est une de mes histoires préférées. Ça a donc été une véritable aventure, riche en découvertes, que de faire des recherches pour ce livre. C'est vraiment passionnant. Et il y a beaucoup d'autres récits dans votre livre. On n'a pas le temps de les évoquer tous, mais parions que les gens liront votre livre après l'émission. L'une des principales leçons de celui-ci est que plus tôt vous enseignez l'imagination, plus tôt ça deviendra facile ensuite. Alors, comment pouvons-nous généraliser cet exemple ? Et comment l'école, qui subit la pression d'une société basée sur la performance, peut-elle passer à un nouveau paradigme fondé sur la coopération et l'imagination ? Heureusement, nous ne partons pas de zéro, car il existe déjà des endroits où beaucoup a été fait pour expérimenter un système éducatif qui soit conçu pour maximiser l'imagination. Par exemple, il y a le système éducatif finlandais, c'est la fin du film Demain. Et j'ai trouvé ça incroyable d'avoir un film sur le changement climatique qui se termine à l'école. On découvre ce système éducatif où il n'y a pas de notes et où les enfants jouent jusqu'à 7 ans. C'est une manière de faire complètement différente et qui éveille des personnes parmi les plus intelligentes au monde. J'ai un autre exemple dans mon livre sur l'imagination. J'ai parlé à des gens du monde entier qui faisaient des choses intéressantes en matière d'éducation, au Brésil, en Inde et dans différents endroits. Et la plupart d'entre eux ont été inspirés par une ville en Italie, Reggio Emilia, où l'on a créé un modèle d'éducation différent dans les années 40 et 50. À la fin de la guerre, quand les Allemands sont repartis dans le nord, ils ont quitté Reggio Emilia en laissant un char, 3 camions et 6 chevaux. Les habitants ont tout vendu, et avec cet argent, ils ont lancé une école dont la philosophie était comment concevoir un système éducatif qui fasse en sorte que le fascisme ne revienne plus jamais. Quelle question cruciale pour sous-tendre tout votre système éducatif. Comment produire des non-fascistes ? Ça devrait être un point fondamental de notre système éducatif, n'est-ce pas ? Et le système se déploie au cœur de chaque école sous forme d'un atelier.
Vous pouvez y aller quand vous voulez. Quelqu'un vous aidera à fabriquer tout ce que vous voulez. Faire quelque chose de vos mains y est absolument essentiel. On dit que les enfants, ils sont les auteurs de leur propre apprentissage. Ils n'apprennent pas par matière, mais par projet. Ils font vraiment corps avec la ville. Ils disent que le bâtiment doit lui aussi faire partie des enseignants. Il doit être aéré et avec beaucoup de plantes. Et cette philosophie a ensuite inspiré des gens du monde entier qui ont fait alors les choses différemment. Et j'ai vraiment été frappé quand j'ai fait mes recherches de voir comment, en France, en Angleterre et en Amérique, on a créé un système éducatif qui est à l'opposé de celui de Reggio Emilia. Et maintenant, on se demande pourquoi on assiste à une résurgence de ce genre d'idées. Le théâtre que nous avons construit en Irlande a été l'un de mes projets préférés. J'enseignais dans une université où il y avait un cours d'art, un cours de théâtre, un cours de permaculture, un cours de sculpture et un cours de cinéma. Et je voulais faire un projet qui réunirait tout ça. J'avais l'habitude de prendre l'ascenseur tous les matins avec mon amie Belinda, qui était professeure de théâtre. Et elle était récemment allée à Londres, où ils avaient reconstruit le théâtre du Globe de Shakespeare. Et elle avait adoré ça. Elle rêvait d'avoir le théâtre du Globe dans l'enceinte de l'université. Et elle disait, bien sûr, ça n'arrivera jamais. Mais je lui ai dit, peut-être que si. Et nous avons alors organisé des journées qui réunissaient tous les cours où les élèves ont imaginé des modèles. Et nous avons réfléchi à la forme que le théâtre pourrait prendre. Et j'ai eu la chance incroyable de travailler dans une université qui avait un directeur vraiment visionnaire. Alors je suis allé le voir et lui ai dit, John, nous aimerions construire un théâtre. Et il a simplement répondu, OK. Et nous avons commencé à le construire. L'idée était de le faire en nous servant de matériaux locaux. Nous avons donc utilisé de la pierre locale, de l'argile locale, du bois local, et nous avons construit le plus beau des théâtres. Et juste avant notre retour en Angleterre, c'était une magnifique soirée d'été. La troupe de théâtre a joué Comme il vous plaira de Shakespeare. Des centaines de personnes étaient venues et le théâtre était entièrement éclairé comme un vrai théâtre de l'époque. C'était tout simplement magique. Ma philosophie est qu'un bon enseignement doit combiner la tête, le cœur et les mains. Et que tout ne passe pas uniquement dans la tête. On doit également embarquer les gens dans un voyage émotionnel. Parce qu'il y a énormément de gens qui arrivent à l'université avec des traumatismes et des fardeaux en lien avec l'école. Donc, il faut que l'expérience soit la moins scolaire possible. Une des choses que j'ai faites dans ma propre salle de classe, c'est d'installer un matelas dans un coin. Et je disais, si vous avez envie de dormir, allez-y. Je préfère que vous alliez dormir pour pouvoir être frais et dispo ensuite. Car vous venez de passer tout votre temps à essayer de garder les yeux écarquillés, n'est-ce pas? On a fait des choses, on les a fait grandir, nous avons construit des choses. Et les gens aimaient ça. Vous savez, j'avais une grande liberté pour concevoir le cours que j'avais toujours eu envie de faire. Imaginez que je sois en train de vous écouter et que je sois gagné par l'envie de transformer ma ville en Bourgogne, en Bretagne, partout, n'importe où. Mais tout à coup, je suis freiné par la réalité des choses parce que c'est trop vertigineux pour moi. Alors, quel est le conseil de Rob pour que je change d'avis? Mon conseil est que vous avez probablement raison si vous pensez que vous allez essayer de faire ça tout seul. Si vous vous dites « je vais changer ma ville tout seul », c'est viser trop haut. Mais si vous trouvez d'autres personnes autour de vous, dans votre quartier, dans votre rue, dans votre appartement, qui ont, elles aussi, envie d'essayer de faire quelque chose de différent, et qu'au lieu de vous focaliser sur toute la ville, vous vous concentrez sur votre quartier, alors peut-être que vous pouvez faire des choses, et assez rapidement. Vous savez, il y a des choses que vous pourriez faire, des projets que vous pourriez démarrer, que vous pourriez lancer dès le week-end prochain.
Et ce que je vois dans de nombreux endroits, ce sont des gens qui se réunissent, qui commencent peut-être par créer un petit jardin, par planter des arbres, par organiser un événement où ils partagent un film qu'ils trouvent vraiment inspirant ou autre chose. Et puis d'autres gens arrivent. Et avec ces gens, si vous avez un certain talent pour animer tout ça, vous commencez simplement quelque chose. Vous savez, ce que je dis toujours aux gens, c'est que le moment où ces personnes s'assoient ensemble et se disent « Alors, on le fait ou pas ?» Ouais, ok, on le fait. Que ce soit une petite ou une grande chose, ce moment, cette étincelle, on ne sait jamais où ça va nous mener. On ne sait jamais ce qui en sortira. Et oui, il est possible que ça ne dure qu'une semaine et que ça se termine là. Peut-être que ça va profondément transformer les choses. Peut-être que ça va changer le cours de votre vie, d'avoir rencontré comme ça de nouvelles personnes. Peut-être que ça va vous ouvrir une toute nouvelle opportunité de carrière. Vous allez peut-être rencontrer la personne dont vous allez tomber amoureux. Peut-être que cela va vous donner le sentiment que tout est possible. Ça veut dire aussi que vous vous impliquez alors dans une organisation locale que vous essayez de transformer et d'améliorer. Je raconte souvent l'histoire de mon séjour à Berlin, il y a 7 ou 8 ans. Il y a différents groupes de transition dans différents quartiers, et j'ai visité celui de Kreuzberg. Au milieu de Kreuzberg, il y a un grand parc. Et le groupe Transition de Kreuzberg voulait planter des arbres fruitiers dans ce parc. Tout le monde disait « Oh, ça ne sert à rien, ils seront tous détruits et ils n'auront de toute façon pas la permission. » Mais le groupe a décidé, non, nous allons planter des arbres fruitiers. Ils ont obtenu la permission auprès de la mairie. Je crois que ça a pris près d'1 an. Et ils ont planté ces arbres et personne ne s'en est pris aux arbres, qui ont parfaitement poussé. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année d'après, la municipalité a changé sa politique et son règlement pour dire en tant que municipalité, à chaque fois que nous planterons quelque chose, ce devra être une espèce comestible. Tous les arbustes que nous planterons seront des arbustes aux fruits comestibles. Et donc là, je me dis, très bien, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce changement politique? Est-il né du moment où ce groupe s'est assis autour d'une table et s'est dit, alors, on le fait ou pas? Ok, on le fait. Il y a un tel potentiel énorme dans ces moments-là. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. On ne sait jamais où se situe le point de bascule. On ne sait jamais où est la bascule. Un de mes mots préférés en français. On ne sait jamais quand la bascule va se produire. Mais très souvent, il y en a une. Et si vous faites confiance au processus et aux gens qui vous entourent, vous la trouverez. Eh bien, merci énormément. Vraiment, quelle ode à l'imagination. Merci beaucoup, Rob. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Rob Hopkins, auteur du livre « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?» dans la collection Domaine du possible. Domaine du possible, une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hédin, réalisation Clément Nouguier, traduction Paul Bouffartigue, enregistrement à l'arrière-boutique studio. Une production création collective pour les éditions Actes Sud.